John Doven, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Waterloo, au Waterloo Ducks. C'est chez vous, ici. Oui, c'est vrai que c'est ma 10e saison ici. Je m'y sens très bien. C'est vraiment mon club de cœur. Et je suis assez fier d'avoir participé à l'ascension de cette équipe et de ce club. Et voilà, c'est un club super, familial, avec une top ambiance. On a une super équipe, donc c'est vraiment chez moi. Ouais. Alors, on parle, je sais pas, Jeux Olympiques, médaille d'argent, vice-champion olympique, capitaine des Red Lions, donc capitaine d'équipe nationale, meilleur joueur du monde, élu par ses pairs, quand même bien. Ça commence à faire chic, tout ça, sur un CV, non? C'est déjà beaucoup pour un seul joueur, c'est déjà beaucoup. Et je me considère comme un privilégié à ce niveau-là. Donc je me rends pas encore bien compte de ce que ça représente. Vraiment? Oui, parce que je suis toujours pour l'instant, je suis toujours dans mes objectifs futurs et donc tout ce qui est passé, c'est passé. Donc je suis très fier d'avoir une médaille d'argent, etc. Mais je suis déjà concentré sur l'avenir. Donc j'y pense pas encore, mais je pense que quand je vais arrêter, je vais réaliser ce que ça représente. Alors, vous dites, quand je vais arrêter, il y a dans 4 ans les JO de Tokyo. Est-ce que là, vous devriez être normalement, ou est-ce que ce sera déjà pour vous le temps de dire au revoir à la compétition internationale? Normalement, vous aimeriez, je suppose, y être, mais est-ce que vous y serez probablement? Normalement, j'y serai pas. Déjà. Ouais, Vous avez 29, hein? j'ai 29 ans, donc j'aurai 32 ans à ce moment-là. Malheureusement, dans le hockey, on ne peut pas continuer trop longtemps parce qu'il faut se reconvertir. Et au plus tard on se reconvertit, au plus on perd de l'expérience pour notre futur métier. Donc j'ai un juste milieu à trouver. La plupart des joueurs arrêtent vers 30 ans, malheureusement. Parce que Ah oui, donc si on c'est pouvait, l'automne, quoi. si on pouvait en faire notre métier et continuer jusqu'à 35 ans, tout le monde le ferait, mais c'est pas le cas. Donc voilà, il faut faire des choix. Et pour l'instant, je ne me vois pas aller jusqu'à Tokyo. Pour l'instant. Mais bon, après. Ça pourrait encore changer alors. Ça peut changer si je peux, en faire mon métier de manière honorable. Je veux dire, pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est plutôt honorable, en tout cas au niveau compétition et résultats. On parlera de votre avenir après, puisqu'on a 26 minutes, ce qui est quand même cool. Merci d'abord d'avoir accepté de jouer le jeu. Je rappelle que c'est sans filet, qu'on n'a préparé aucune question et qu'on n'arrête pas la caméra du tout. Donc, c'est 26 minutes de haute voltige. Mais actuellement, vous dites. Vous sentez, mais c'est un peu votre réputation d'être assez modeste et simple, mais ça a quand même dû changer votre vie au quotidien. On vous reconnaît, vous êtes le héros des gamins. Enfin, depuis les JO qu'on a suivis avec passion toute la Belgique, vous avez quand même une vie quotidienne un peu différente dans le regard des autres, non? Un petit peu, surtout chez les jeunes, ils me reconnaissent, ils viennent me trouver dans la rue. Vous êtes Superman, quoi? Non, franchement, c'est pas à ce point-là. Voilà, on est reconnu par surtout les jeunes qui font du hockey. Les parents, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas des stars internationales, donc ça fait plaisir et c'est une reconnaissance, mais ça ne change rien dans ma vie privée, dans ma vie normale. Ça change vraiment rien du tout. Donc c'est un peu on reste quand même un peu anonyme, quoi, malgré tout ça. On va revenir probablement à la popularisation du hockey, mais on parlait tout à l'heure hors caméra, on parlait de l'aventure. On va y revenir quand même. Vous êtes élu meilleur joueur du monde en 2016 et je vous demandais comment ça fonctionnait. Vous m'avez expliqué, ça c'est vite résumé comme ça, on passe dessus. 25% à peu près du vote du public, 75% tous les joueurs d'équipe nationale dans le monde et les entraîneurs. Donc ça c'est valorisant, donc ça veut dire que c'est un prix qui a vraiment une réelle valeur sportive. Vous pouvez nous raconter en quelques mots, comme vous me l'aviez raconté tout à l'heure, l'aventure des multiples avions, etc., pour arriver là-bas en Inde et aller récupérer En fait, ils ont dû me prévenir à l'avance, forcément, parce qu'il fallait faire le visa, il fallait que j'ai un passeport valide, donc ça j'avais déjà, heureusement. Il fallait faire mon visa, il fallait prévoir les avions, quand est-ce que je partais, à quelle heure, en fonction de mes obligations ici. Ma compagne a été invitée aussi, donc elle a dû prendre des jours de congé pour pouvoir venir avec moi, etc. Donc tout ça s'est organisé pendant 2-3 semaines avant de partir. Ça se mérite, quoi. Comme ça. Et puis j'ai décidé donc je pouvais rester une semaine si je voulais. J'ai décidé de faire plutôt l'inverse, donc rester le moins longtemps possible là-bas, parce que j'avais un match très important dimanche et que je pouvais pas non plus me permettre de le rater. On jouait contre les premiers du championnat. Donc je leur ai dit, écoutez, je viens, mais je viens que pour l'événement et après je repars, quoi.
Vous portiez même une cravate, j'ai vu sur les photos de Google. Oui, je l'ai acheté la veille de partir. Ah oui, carrément. Oui. Bon, je ne fais pas très attention à ça, c'est pas le plus important. Et donc on est parti le mardi soir, l'événement était le jeudi matin. On est parti mardi soir, on a pris 3 avions. On est arrivé mercredi soir. Le jeudi matin, j'avais shooting photo, et puis à midi la cérémonie. Donc j'ai pas dormi. Et puis on est reparti le jeudi après-midi. Donc on a repris 3 avions pour rentrer. C'est du Donc c'était très intensif. Et vous avez joué le dimanche, en rentrant le vendredi, et vous avez gagné. Et on a gagné, on a fait un super match. Moi-même j'étais surpris de ma condition parce que j'avais très peur de ne pas être en forme pour ce match. Et j'étais en forme. C'est peut-être l'adrénaline aussi du prix, etc. Et du fait que j'avais pas envie de décevoir mon équipe. Et donc, parce que j'avais pas assisté à un seul entraînement de la semaine, évidemment. Ah oui, c'est sûr. Donc, vous avez la réserve de forme. Donc voilà, j'avais pas beaucoup dormi, j'avoue, pendant les 3 jours d'avant. Mais je pense que. Mais je l'ai payé un petit peu après la fatigue, mais maintenant c'est de nouveau. Et chouette sensation, une soirée, tapis rouge, flash, paparazzi, machin, ça vous laisse un souvenir. Quel genre de souvenir cette soirée? C'est juste, pour moi, c'était juste un honneur immense. Les flashs et tapis rouges, bon, ça c'est pas. C'est pas votre truc, hein, ça? C'est pas que c'est pas mon truc, mais je dis voilà, on sait qu'il y a ça, et parce qu'il faut, pour les médias, tout ça, c'est très important. Mais moi, c'est plus le titre en lui-même qui m'a fait énormément plaisir, le fait de rentrer dans une liste de privilégiés, on va dire, des meilleurs joueurs du monde. Ah, là, vous rentrez dans la légende de votre sport. On rentre dans la légende du sport, on ne sera jamais oublié, puisqu'on sera toujours les gens qui iront voir la liste, mon nom sera là. C'est vrai que ça, c'est une pensée. C'est plus ça qui m'a fait énormément plaisir. Après, les tapis rouges, tout ça, les shootings photos, bon, ça. C'est normal, mais c'est pas ça dont je vais me souvenir. En tout cas. Puis cette soirée était exceptionnelle aussi, dans le sens où vous n'étiez pas tout seul à être primé au niveau du sport belge du hockey, puisque vous étiez avec un de vos coéquipiers qui, lui, a reçu le prix du meilleur espoir. Donc 2 Belges au top niveau dans un sport collectif, c'est du jamais vu. On a eu la grande époque de Justine Hénin et Kim Clijsters. Aujourd'hui, on a David Goffin. Les Diables Rouges ont été numéro 1 mondiaux pendant un certain temps. Mais au niveau d'un sport collectif, primé personnellement, vous étiez 2 du même pays. Pour nous, c'est du jamais vu. Pour la Belgique, c'était c'est la première fois dans un sport collectif qui est un joueur, enfin ou 2 maintenant en même temps, qui soit récompensé de manière individuelle. C'est la première fois. Vous me rappelez le nom de votre coéquipier? Oui, Arthur Van der Ven. Voilà. Quand même. Voilà. Quand même. Mais oui, c'est un joueur extraordinaire. C'était un grand moment, ça de poser tous les deux l'un à côté de l'autre avec chacun votre trophée. J'ai vu cette photo. C'était un grand moment, surtout avec lui, que je considère comme un extraterrestre du hockey. Il sera clairement un jour meilleur joueur du monde aussi. Et voilà, je pense que tous les deux on représente un peu la réussite de l'équipe. Moi en tant que capitaine et joueur d'expérience qui est tout connu, j'ai commencé, on était rien du tout, on s'est qualifié sur un miracle pour les premiers JO de l'histoire de notre équipe, de notre génération, et lui incarne vraiment le futur de l'équipe. Il est à 23 ans, c'est déjà un des meilleurs joueurs du monde. C'est un beau passage de témoin. Voilà, c'est ça, on représentait bien l'équipe en général. Et voilà, donc ça nous a fait très plaisir. Alors ça permet de passer sur l'équipe justement. Les Red Lions ont la réputation d'être très très soudés. Le fair play est une notion qui manifestement est mise très très en avant au niveau du hockey. Petite parenthèse dont je parlais l'autre jour avec une responsable de la fédération, Virginie Marcini, je lui expliquais que l'image en général que les gens se font du hockey est un peu chic, qui se transmet un peu de père en fils comme ça. C'était Waterloo, etc. C'est vrai qu'ici c'est un des plus anciens clubs. Il y avait cette image un peu de chic que vous avez popularisée tout d'un coup en faisant des exploits incroyables à Rio. Et puis il y a cette équipe qui a l'air tellement soudée. Est-ce que c'est ça qui explique aussi en partie son succès, cette amitié qui a l'air d'y avoir de manière interne, et puis ce fair play, ces valeurs que le hockey a l'air de... Un peu comme le rugby d'ailleurs a cette réputation aussi. Bah, c'est clair que les valeurs du hockey sont très belles. Le fair play, le respect, l'amitié, l'esprit d'équipe, jouer pour son équipe, pas pour jouer pour soi. Ça fait très idéal tout ça. Tout ça, c'est des très belles valeurs qui ont toujours été véhiculées dans le hockey. Et c'est vrai que l'image du hockey, c'est un peu, comme vous avez dit... Démocratisé. C'est démocratisé parce qu'avant, c'était très familial. Et on transmettait ces valeurs au niveau familial.
si on pouvait jouer au hockey un peu que si on était fils d'un joueur de hockey. Mais maintenant, on voit que ça a fort changé. Il y a, je pense, le nombre de membres a quadruplé en 45 000, je crois, c'est ça? Ouais. Affiliés. Oui, alors qu'avant nos premiers JO à Pékin, c'était 10 000, je pense, donc plus ou moins. Donc il y a une grosse différence. C'est sûr. Donc c'est grâce à nous, je pense. On a été la locomotive du hockey belge. Donc c'est grâce aux résultats qu'on a fait et l'image qu'on a véhiculée. Alors on enregistre cette émission 8 mars, donc c'est la journée mondiale des femmes et des droits des femmes. J'ai oublié de citer quelqu'un quand même d'important qui était aussi à l'honneur en Inde lors de cette fameuse soirée. C'est une femme belge qui a été élue meilleure arbitre du monde aussi. Donc en fait vous étiez 3 au bout du compte à représenter le hockey belge, dont une femme, ce qui est quand même important. On a gagné, je pense, 3 prix sur 8. On a été le pays le plus représenté. C'est assez énorme. On a été le pays clairement. Ah oui, 3 prix sur 8 carrément. 3 prix sur 8. On n'a pas gagné chez les gardiens, on aurait pu, parce que notre gardien est très fort aussi. Mais 3 prix sur 8, donc 4 chez les hommes, 4 chez les femmes. Donc c'est juste fantastique. Et puis elle est très jeune. C'était ses premiers Jeux Olympiques à Rio. Elle a fait la demi-finale et la finale. Donc pour elle, c'était juste extraordinaire. Et je pense qu'elle gagnera encore ce titre-là dans les années qui viennent. Alors c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une réelle cohésion dans le hockey, même entre les clubs, entre les joueurs. Est-ce que c'est vraiment comme un espèce de fil conducteur quand on est hockeyeur, on se reconnaît un peu dans les mêmes valeurs et ça a l'air tellement idéal quand on parle comme ça d'idéaux, de valeurs qu'on transporte. C'est encore un sport épargné par tout ce qui est argent, j'allais dire drogue, c'est pas le bon mot, c'est plutôt le dopage, etc. C'est vraiment encore un sport qui véhicule ce genre de choses, qui est propre, hors de tout ce monde un peu moche quand même du sport, parfois. C'est vraiment épargné par tous les mauvais aspects du sport et j'espère que ça va continuer. C'est un sport très propre, que ce soit au niveau de l'argent ou du dopage, tout ça, c'est très très propre. Et les hockeyeurs ont une très bonne mentalité. On voit jamais de coups qui se perdent par exemple avec le stick. Alors qu'on pourrait, c'est très dangereux. C'est énorme. Jamais vous verrez quelqu'un taper un autre avec son stick. Il est là le stick de... Ça c'est le mien. C'est le vôtre de vraie compétition, c'est celui-là? Oui, c'est celui avec lequel je joue pour l'instant, donc c'est très solide. Ça peut faire mal en fait. Ça peut faire très mal et on voit jamais de coups qui se perdent, que ce soit chez les jeunes ou plus. Aussi, je suppose. Ah oui, et là c'est la cata, j'imagine quand il y a... Par accident ça arrive, ça fait très mal. D'ailleurs là j'ai une cicatrice, j'ai pris une balle il y a plus d'1 mois dans le visage. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance que ce soit là. Elle a été déviée, donc j'ai pas su réagir. L'œil, c'était foutu. L'œil, le nez, les dents, c'est beaucoup plus grave. Donc. Mais c'est très très rare. Surtout au plus haut niveau, il y a beaucoup moins d'accidents. Parce que les joueurs sont moins maladroits. Ils ratent moins de choses, donc il y a beaucoup moins d'accidents. Mais s'il y en a un, ça fait plus mal parce que la balle va plus vite. Logique. Alors, je vous disais, est-ce qu'on peut citer, pour situer un peu pour les gens qui vous regardent et qui nous écoutent là, l'extravagante prime olympique que vous avez touchée pour votre médaille d'argent? Est-ce qu'on peut citer un chiffre? C'est quand même extravagant, énorme. C'est 7 500 €. Donc, 10 000 fois moins à peu près qu'une prime de foot. Moi, je pense qu'on peut la citer parce que c'est pas. Voilà, justement, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Je veux dire, c'est une belle prime pour un joueur de hockey, c'est beaucoup. Pour un sportif, c'est pas beaucoup. Voilà, je pense que c'est logique aussi que les primes ne soient pas énormes. Vous disiez même tout à l'heure que vous auriez même accepté tout à fait qu'il n'y ait aucune prime olympique. Bah oui, parce que moi, j'aurais de toute façon, mon rêve c'était d'avoir une médaille, pas d'avoir une prime olympique. Donc pour 0 € ou 100 000 €, ça aurait été la même chose pour moi. Donc j'aurais quand même été au bout de mon rêve, tout fait pour y arriver. Donc ça change rien. La prime, c'est toujours bienvenu, mais c'est pas ça qui m'a rendu heureux, quoi. C'est plus la médaille. Et puis c'est une prime très modeste, et je pense que c'est bien comme ça, parce que c'est l'esprit olympique. Ça correspond au hockey, c'est aussi l'esprit olympique, je trouve. Les JO ont été faits pour les amateurs, c'est pas pour l'argent. Donc, et nous, c'est un peu l'esprit du hockey. On joue pour le plaisir, pour la passion, pour atteindre des objectifs, et sûrement pas pour l'argent. C'est très bien comme ça. Alors, on va clôturer un peu sur le hockey pour après passer à l'être humain qui est John Domaine aussi. Très antipathique, je remarque quand même depuis qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Il y a un côté quand même vraiment accessible dont les gens parlent beaucoup et vous avez la réputation comme ça d'être sympa. Et en même temps, quand on vous a vu sur le podium, tous, parce que c'est les Reds Lions tous ensemble, vous étiez sur le podium et il y a eu beaucoup de larmes quand même sur ce podium. C'était un moment que la Belgique a vécu avec vous, je pense. C'était un peu douloureux, mais en même temps, c'était quand même incroyable.
finalement, la déception était tellement énorme qu'on en oubliait presque que vous étiez quand même vice-champion olympique, et que vous êtes pour 4 ans vice-champion olympique, ce qui est quand même pas rien. Vous avez ressenti ça aussi, votre cerveau était bicéphale à ce moment-là, oui, le bonheur et la tristesse en même temps? En fait, au moment du coup de sifflet final, on se rend compte qu'on a perdu la médaille d'or. Ça, c'est dur. C'est juste dur d'avoir perdu parce qu'on est des compétiteurs et quand on arrive en finale, on veut gagner, donc on pense à rien d'autre. Donc c'était, je pense, la plupart des joueurs pleuraient à cause de ça. Oui, c'était impressionnant. Parce qu'on voulait gagner, c'est tout. Mais il faut aussi se rappeler que quand on gagne la demi-finale, on pleurait encore plus de joie, quoi. Donc voilà, on peut quand même être fier d'une médaille d'argent. C'est quand même, pour nous, c'est extraordinaire. Dans l'histoire du hockey belge, c'est juste magique. Après, on passe à côté de la médaille d'or, mais on ne doit pas avoir de regrets. On a tout donné. L'Argentine a fait un match parfait. Et ça, quand ça se joue sur un match, tout est possible. On peut rejouer ce match 10 fois, on va gagner 5 fois, l'Argentine 5 fois. Voilà, ce jour-là, c'était eux, comme ça. Alors, pour vraiment clôturer sur le hockey pur, pour vous, prochain grand rendez-vous international, c'est quand? Il y a la World League qui est au mois de juillet. C'est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde, donc qui est le prochain très gros objectif pour le hockey belge. Donc encore une Coupe du Monde pour vous quand même en tout cas. J'espère, oui. Et aussi la Coupe d'Europe au mois d'août à Amsterdam, qui sera très, très important, je pense. Et il y a moyen d'aller chercher quelque chose, même si les Hollandais seront à domicile. Ils ont une petite revanche à prendre, donc on verra. Et il n'y a pas du tout chez vous l'envie d'aller chercher quand même encore cette médaille d'or, si jamais vous étiez encore bon physiquement et tout, d'aller à Tokyo quand même encore chercher cette médaille d'or là? Oui, l'envie, évidemment, l'envie. Ce serait possible, potentiellement. Si vous avez la forme, pas d'accident. Physiquement, mentalement, c'est tout à fait possible. Après, il faut. Parce qu'il y en a qui espèrent, il y en a beaucoup qui espèrent encore. Oui, c'est possible. Je pense que l'équipe sera capable d'aller chercher une médaille d'or. Avec ou sans moi, de toute façon, ce sera possible. Vous serez au bord du terrain. Est-ce que vous envisagez de vous inclure un peu, on va peut-être quand même faire une petite parenthèse là-dessus, au niveau de la fédération, etc., parce que vous êtes maintenant un symbole, c'est clair, un porte-drapeau, est-ce que vous avez au programme de vous investir quand même un peu au niveau de la... C'est l'ARBH, c'est l'Association Royale Belge de Hockey, on va dire la fédération. Ils comptent un peu sur vous aussi pour leur servir un peu aussi, quelque part, de conseiller technique, je sais pas, de vous investir d'une manière. Je sais pas, ils m'ont jamais demandé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup je pense, de bonnes idées et j'ai un esprit très américain pour le sport. Je veux aller de l'avant, j'ai toujours des idées inédites et modernes. Et voilà, je suis quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Donc, s'ils me demandent, je pense que pourquoi pas. Mais il faut qu'ils aient envie, qu'ils me demandent, qu'ils aient envie que je les aide aussi. C'est pas moi qui vais aller. C'est sûr. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment envie de faire évoluer mon sport. C'est ce que j'ai toujours fait, à mon échelle, mais peut-être à un autre niveau, venir par un autre côté. Je pense que j'ai des choses à apporter, peut-être. Alors, on va venir maintenant à votre avenir. Je ne sais pas du tout où on est le temps. Vous avez une casquette sur la tête. Peut-être que maintenant vous pouvez l'enlever pour montrer vos cheveux, mais pour montrer la casquette aussi. Parce qu'on parlait tout à l'heure de se reconvertir, etc. Donc vous y pensez déjà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en préparant. Vous avez des idées de l'entreprise. Oui. Alors, il y a cette casquette et son logo qui est assez rigolo. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. On peut te le montrer, Réginald, puisqu'il est original, il est hors champ. Est-ce que si je la mets là, Donc, en fait, si on voit bien, il y a un aigle. Alors, ici, il y a Cap et puis le numéro 10, donc Captain. Il y a un côté, je disais américain tout à l'heure, vous me disiez que c'était assez volontaire, en fin de compte. C'est la marque que vous avez créée. Oui, parce que c'est fort à la mode aux États-Unis. Ça arrive en Europe maintenant. Et voilà, le logo rappelle un peu le côté américain, puis il y a un chouette jeu de mots avec Captain, qui est casquette en anglais, puis capitaine. Puis vous êtes le capitaine, de toute façon. Oui, aussi, mais je pense que j'aurais fait le même jeu de mots si j'avais pas été capitaine. Mais bon, ça tombe bien, voilà. Et quel est le projet alors avec il n'y a pas que les casquettes, j'imagine, il y a une ligne. Oui, donc le projet, c'est de faire des casquettes pour les entreprises, mais surtout pour des clubs sportifs aussi. Donc c'est ça un peu l'idée. Je suis allé aux États-Unis l'année passée, et là-bas, tout le monde met des casquettes.
mais tout le monde met des casquettes d'équipe sportive. Oui, c'est une identité. On marque son identité. Je trouve ça vraiment chouette, quoi. On marque son identité et puis elles sont belles, ça donne bien. En fait, une casquette, ça va à tout le monde. Beaucoup de gens croient que ça leur va pas. Ça dépend, hein. Il y en a qui ont vraiment une casquette. Il y a plusieurs modèles, donc ça va à tout le monde. Et donc voilà, c'est pas encore fort à la mode ici, on n'ose pas trop, on n'y pense pas, mais en fait ça donne bien. Et puis quand on vient dans son club avec la casquette de son club, ça donne super bien. C'est un peu l'objectif de la marque que j'ai créée. Et c'est une marque qui va s'étendre après à d'autres vêtements sportifs, ou je sais pas, je pense à des vestes ou autre chose. Pourquoi bien pas, vous allez vous concentrer vraiment sur les caps, pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur les casquettes, et après on verra. Et donc, en dehors de ça, quels sont les projets de John John Domaine pour l'avenir, on va dire pour les 10 prochaines années, à peu près? Mais donc je suis en train d'un peu, on va dire, assurer mon avenir. J'ai fait des études d'ostéopathie à l'université aussi, que je suis en train de terminer. Donc c'est quand même 6 ans d'études universitaires, donc c'est assez lourd comme programme. Vous êtes conscient que vous allez courir, vous allez avoir pas mal de demandes quand vous serez lancé. Ouais, j'espère. En tout cas, j'essaierai d'être le meilleur possible en tant qu'ostéopathe, comme j'ai essayé dans le hockey. C'est ça, oui. Donc voilà, et puis je sais qu'il faut de l'expérience aussi, donc c'est pour ça que je suis un peu là en transition, en train de me dire soit je me lance à fond dans l'ostéo, soit je fais un peu les deux, soit... Donc voilà, il faut un peu réfléchir, et puis j'ai ma marque de casquette que j'espère bien développer, et je me vois bien faire les deux en parallèle plus tard. Vous êtes bien conseillé, bien entouré par rapport à tout ça? Vous avez un soutien? J'ai un soutien évidemment de ma future femme et de ma famille. Ça, c'est future femme, c'est plus confus comme tout à l'heure, c'est future femme. C'est en septembre. Ah oui, donc c'est fixé. Oui, c'est fixé en septembre. Ah ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup de soutien de sa part et de ma famille. Et voilà, mais je sais très bien que si voilà, je dois faire les choses à fond de toute façon pour que ça marche, quoi. Et ça, je le ferai. Parce que c'est l'expérience que j'ai appris aussi avec le hockey. On peut partir de zéro, mais y arriver quand même. Alors, en dehors de ça, quels sont les trucs qui branchent John John je sais pas, dans la vie? Un style vestimentaire, manifestement, vous êtes plutôt sport, relax. Vous disiez tout à l'heure, la cravate, le smoking, c'est pas trop votre truc. Mais est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez bien dans la mode d'aujourd'hui, des trucs où vous vous dites, ah ouais, ça c'est pour moi? Franchement, c'est pas mon trip. Souci, en fait. C'est pas mon trip. Je regarde jamais comment les gens s'habillent, par exemple. Je fais pas attention à comment ils s'habillent, je regarde plutôt comment ils sont, leur attitude, etc. Et donc moi-même, je m'attends pas à ce que les gens me regardent. Mais en fait, les gens ils regardent beaucoup ça. Ah bien sûr, parce que quand on est symbolique maintenant, quand on porte une image comme vous, les gens vont vous observer, on dit tiens, qu'est-ce qu'il porte comme montre, qu'est-ce qu'il porte comme chaussure, une veste. Beaucoup, et je suis toujours surpris. Il n'y a pas longtemps, il y a un de mes coéquipiers qui m'a dit tiens, t'as des nouvelles chaussures. Et moi, jamais je remarquerai si quelqu'un a des nouvelles chaussures, jamais. Donc c'est un truc auquel je fais pas du tout attention. Maintenant, j'essaie d'être correct, donc je m'habille plutôt classique. Mais j'aime bien être en smoking et tout. C'est des vêtements que j'aime bien, mais qu'on peut pas mettre tous les jours. C'est un des rares vêtements où tous les hommes sont beaux en général, et élégants. Oui, depuis la nuit des temps. Voilà. Donc la preuve que ça marche. La mode change pas pour ça. Donc je fais pas trop attention. Enfin, je fais attention un peu comme tout le monde, mais je suis pas très superficiel à ce niveau-là. C'est pas mon trip, quoi. Et mais vous n'êtes pas superficiel globalement, manifestement. Non, pas du tout. Alors, pour conclure, c'est une question traditionnelle dans l'ordre de marque. C'est 3 mots, pas une phrase. Hein, 3 mots, c'est pas toujours facile. 3 mots que John John Domaine exprime pour expliquer John John Domaine. Difficile, hein? Ah non, c'est pas difficile. Vous connaissez bien, manifestement. 3 mots. Ouais. Je dirais travailleur. Optimiste. Et qu'est-ce que je pourrais dire, ambitieux. Pas mal. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir passé ces 26 minutes avec nous, de nous avoir reçus ici au Ducks de Waterloo. Bonne chance parce que vous êtes à un point de la tête du championnat en ce moment. Et prochaine grande étape internationale, j'espère qu'on pourra se revoir et raconter des aventures, encore des médailles. J'espère, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à vivre. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Et puis bravo à vos coéquipiers aussi, vous leur transmettrez. C'est très chic quand même que la Belgique soit comme ça au firmament. Donc laissez-nous encore à ce niveau-là pendant quelques temps. Oui, puis c'est aussi grâce, si je dois le dire, c'est aussi grâce, je le dis souvent d'ailleurs, à tous mes coéquipiers, parce que
Un titre individuel, par exemple, ça se gagne aussi grâce à l'image et aux résultats de l'équipe. C'est sûr. Donc forcément, c'est aussi grâce à mon équipe. Merci beaucoup en tout cas, et puis à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Merci.